Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le marché des cryptos est en train de dégringoler. On est en train de passer d'un bull market à un marché en range qui peut-être délivrera derrière un marché baissier ou relancera un marché haussier. Actuellement, il y a énormément de tensions, énormément d'incertitudes. Tout le monde est perdu et la meilleure façon de gérer ce type de situation, ce n'est pas de faire un travail sur son sang-froid ou sur son mindset ou sur ses émotions. La meilleure manière d'affronter ce genre de situation, c'est de tout simplement ne pas être investi sur la classe d'actifs quand ce genre de choses arrivent. Donc je sais que le 1er octobre, quand je suis sorti du marché, il y a énormément de personnes qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils m'ont dit mais le BTC est encore haussier, tu restes haussier mais pourtant ton trade est passé cash sur le BTC, ça n'a aucun sens. Non, ça a énormément de sens et là vous pouvez le comprendre parce que même si j'avais encore une vision haussière du BTC, le fait de ne pas vouloir m'exposer à ce type de situation, le fait de ne pas vouloir gérer un surplus de volatilité dans mon portefeuille me pousse à sortir de cette classe d'actifs à un moment où la zone d'incertitude émerge mais n'est pas à son paroxysme. Là, actuellement, l'incertitude est à son paroxysme. Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'au cours des prochaines semaines, on rebondisse très fortement. Je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Mais la moralité de ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes probablement dans ce type de situation, vous vous sentez collé à des positions et vous ne savez pas quoi faire. Dans l'idée, c'est de sortir ou d'alléger très fortement bien avant que ce type de situation se mette en place et de réentrer en position quand la volatilité est à nouveau tassée, qu'il n'y a plus de nervosité sur les marchés et qu'on a un signal de reprise de tendance. Donc, idéalement, ce qui est en train de se passer actuellement, ça peut être un espèce de déclic, un gros game changer qui va pouvoir vous permettre d'effectuer tous les bons choix à l'avenir dans votre vie d'investisseur ou de spéculateur. Donc j'espère que vraiment cette situation actuelle là, si vous la vivez mal, ce sera un élément déclencheur pour que tout le reste de votre vie d'investisseur, de spéculateur, de trader vous permette d'être dans de bonnes conditions pour pas revivre inlassablement ce type de situation où quand les marchés s'effondrent, boursier, actions, vous prenez tout dans l'estomac et vous dormez mal la nuit. Pareil sur le marché des cryptos, pareil si ça arrive sur l'or, etc. Donc il y a une façon de faire, hein. Et la façon de faire, c'est avant d'aller chercher les gains, il faut vraiment se soucier des pertes et de la volatilité des positions sur lesquelles on est exposé. Analyse du BTC, l'heure est grave, on a cassé ce canal haussier, donc on passe d'un état, de mon point de vue en tout cas, de bull market à un état de range market. Qu'est-ce qu'un range market? C'est une énorme partie de ping-pong. Voilà, haut, bas, haut, bas, haut. On aura ensuite un support qui va être identifié et si on casse ce support vers le sud, on partira en marché baissier et si on recasse vers le nord, on repartira en bull market. Mais de mon point de vue, la dynamique du bull market, pour le moment, elle a été véritablement mise à mal. Donc là, je passe d'un état de perma-bull, tant qu'on est dans le canal, à perma-range. Donc tant qu'on sera dans cet état de volatilité, de mon point de vue, on sera dans un range market. Donc hop, ça, on va pouvoir tout simplement supprimer tout ça. Et on va ajuster l'analyse pour qu'on puisse la suivre proprement au cours des prochaines semaines. Donc là, l'idée, ça va être de trouver le support. Le support est probablement sur les niveaux là, puisqu'on est venu. Vous allez comprendre comment on trace une zone de support-résistance. Voilà, c'est idéal. Donc là, on avait cette zone qui était les anciens ATH. On est venu se heurter dessus. On a réussi à casser. On est venu retester la zone ici. Là, l'idée, c'est qu'on revienne à nouveau la tester. Donc là, encore une fois, en principe, pour les mois à venir, le scénario maintenant, ça va être de la volatilité, de la nervosité, une partie de ping-pong. Et ensuite, de là, on verra ce qui se passe. Donc peut-être qu'on aura un triangle chartiste
de continuation de tendance haussière. Peut-être qu'on aura un triangle chartiste qui nous mènera à un nouveau marché baissier. L'avenir nous le dira. Pour le moment, il est bien trop tôt pour le dire. Là, tout ce qu'on peut affirmer, c'est que on est passé de bull market à range market. Donc effectivement, maintenant, ça va conditionner le reste du marché des cryptos. On peut aller voir sur l'Ethereum. L'Ethereum, je vous avais tracé cette histoire là où on avait un petit triangle chartiste qui se mettait en place contre la résistance historique. Là, de mon point de vue, ce n'est plus quelque chose de tenable. Donc là, on va beaucoup plus être dans la continuité. Alors, je vais essayer de vous tracer ça avec un gros trait bien épais. Alors encore une fois, merci beaucoup ProRealTime d'avoir changé la petite fonction qui permet de très facilement manipuler les droites de tendance et les objets. C'est d'un confort, vous imaginez pas, quand on fait beaucoup de manipulations comme ça. Donc voilà, alors l'idée, allez, on va enlever aussi tous les petits objets intermédiaires pour avoir l'image de fond. Donc l'image de fond, vous la visualisez, on a un énorme triangle chartiste comme ça qui est en formation. Donc voilà, on va rester simple. Ça, c'est l'image de fond. Ce triangle chartiste, on peut dire qu'il a lieu au sein d'un canal haussier et que ce canal haussier, il reste toujours actif, il est toujours présent et en vigueur, mais cependant, on devrait avoir une consolidation bien plus longue que ce que l'on aurait espéré dans le temps. À savoir, là, on peut très bien se rediriger sur une baisse par rapport au niveau actuel de l'ordre de moins 25%. Ensuite, rebondir de l'ordre de plus 120%, rebaisser de l'ordre de moins 42% avant d'aller chercher un plus 500 ou 600%. Donc voilà, ça c'est les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de volatilité. Il ne faut pas avoir peur de ces gros pourcentages. Il faut juste ajuster quand on souhaite spéculer le montant que l'on investit. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces fluctuations de moins 40, vous mettez juste 10% de votre capital, de votre portefeuille boursier dessus et le moins 40 se transforme en moins 4%. Si vous ne mettez que 1%, le moins 40 se transforme en moins 0,4%. C'est comme ça qu'on ajuste ces positions à la volatilité des actifs qu'on souhaite avoir en portefeuille. Donc là, le suivi pour l'ETH, de mon point de vue, est beaucoup plus simple maintenant. On a beaucoup de volatilité. C'est une grande partie de ping-pong qui s'enclenche pour les prochaines semaines. Sur le Ripple, alors le Ripple, lui, il continue quand même à bien tenir. On avait ici un support qui était identifié, on l'a cassé. Donc ça, c'est franchement pas un super signal, surtout que l'ensemble de la cote du marché, l'ensemble des cryptos n'est pas bonne. Mais là, ce support peut être ajusté comme ceci et on peut essayer, entre guillemets, de sauver les meubles si ce support tient. Si ce support tient, on aura toujours cette logique de grand range, hop là, avec derrière une sortie par le nord ou par le sud. Donc affaire à suivre, mais pour le moment, il y a un support qui tient sur le XRP. Et enfin sur le bloc, donc l'ETF qui nous permet d'avoir une trentaine, quarantaine d'actions reliées au secteur de la blockchain. On a 1, 2, 3 semaines de baisse qui sont issus du haut du canal haussier. On a été en extension. Là, on aurait adoré que le BTC et tout l'ensemble du secteur des cryptos partent direct en climax run ou en hyper climax run. Ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est passé dans un état de range market et ça se voit aussi sur les actions de la blockchain. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de tout simplement digérer et ensuite de voir ce qui se passe. Est-ce que derrière, on relance un bull ou est-ce que
on sort du bull market pour passer en marché baissier. L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, l'ensemble de l'analyse, hein, que ce soit sur le BTC, sur l'Ether, sur le XRP ou sur le bloc, nous fait tendre vers plusieurs semaines, voire plusieurs mois de volatilité, de partie de ping-pong dans un range. Et une fois que la volatilité sera calmée, on aura potentiellement un nouveau breakout vers le nord ou au contraire un breakout vers le sud qui nous lancera dans un marché baissier. Pour rappel, le BTC, je l'ai vendu et tous ceux qui sont eh bien, dans le portefeuille All Weather Impulsion qui peuvent suivre mes trades en direct live, je l'ai vendu exactement ici le 1er octobre. Peut-être que ce mois-ci, donc dans une semaine, il y aura des gros arbitrages, notamment sur le marché des actions. Je ne pense pas qu'il y aura d'arbitrage sur l'or. En tout cas, si vous voulez suivre mon aventure dans la création de mon hedge fund et donc toutes mes prises de position en direct, le suivi de mon track record, et si vous voulez reproduire tout ça chez vous, vous pouvez aussi le faire. Il y a une offre Black Friday qui va être proposée cette semaine. Alors, j'ai déjà mis sur la page, mais vous pouvez y accéder. Le 13e mois est offert si vous rejoignez le All Weather Impulsion. Et ce qui est assez marrant, donc voilà, il y a chaque mois, je mets à jour mon portefeuille eBay avec les performances. Et ce qui est assez marrant, c'est tout en bas, voilà, on a j'ai les premiers témoignages. Et donc, il y avait Olivier qui disait... je suis sur All Weather très satisfait, sauf comme certains, et c'est encore une bonne expérience, j'ai conservé ma petite ligne BTC. Donc, quand moi j'avais revendu, certains ont décidé de la conserver. Donc, chacun est libre de faire ses propres choix. C'est juste pour vous faire comprendre que quand on souhaite avoir une approche systématique et faire de la spéculation, c'est-à-dire ne pas être dans une logique de buy and hold avec un portefeuille diversifié, il faut faire abstraction de ses propres croyances et de ses propres convictions pour suivre basiquement les signaux que les cycles boursiers nous envoient. Et moi aussi, ça a été très difficile pour moi de revendre tous mes BTC en octobre. Ça a été très compliqué le 1er octobre. Je me suis dit, proche des plus hauts, etc. Mais voilà, tout ce que j'ai mis en place, qui a été testé et validé historiquement, me dit de sortir et que je rentrerai peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Là, le but, c'est juste de prendre ses plus-values et de se mettre en sécurité en attendant que à nouveau, la sécurité revienne sur le BTC. Et ce sont des actes, enfin l'acte de spéculation, l'acte de gestion, l'acte du trader, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à exécuter quand nos envies, nos croyances ne sont pas alignées avec ces actes. Et là, pour le coup, ce que Olivier et plusieurs ont fait, c'est-à-dire garder leur petite ligne BTC, peut-être que ça servira d'expérience ou pas, puisque effectivement, entre revendre là ou voir le BTC s'effondrer, combien est-ce qu'il a perdu le BTC ? On a fait un moins 30%. C'est pas simple, mais ce sont des belles leçons. Ce sont des leçons qui permettent de se dire qu'à la prochaine exécution d'une transaction, on fera table rase de ses croyances et de ses envies et on respectera juste ce que les cycles boursiers nous incitent à faire, à exécuter. Donc, encore une fois, tout cela est backé par des recherches intensives, par des pondérations correctes, par des anomalies statistiques de marché que j'exploite. Et derrière ce backtest, comme je le répète, j'ai été encadré par un hedge fund manager qui, lui, a ce type de résultats depuis plus de 20 ans. Et les résultats que j'ai en live et qui peuvent être suivis et reproduits avec vous sont là aussi pour attester d'une certaine forme de pertinence. Il n'existe pas de Graal en bourse. Il faut choisir, encore une fois, entre la performance absolue et la gestion de la volatilité de son portefeuille. Moi, à 100%, je préfère avoir moins de performance et gérer un portefeuille dont la volatilité est faible et les max drawdown correspondent à ma personnalité. Et je suis à peu près sûr et certain que
ce que j'ai mis en place en termes de max drawdown et de volatilité correspond à 99% de la population. Tout le monde croit qu'il va pouvoir supporter des max drawdown et une volatilité hors du commun parce que tout le monde ne voit que la performance absolue du portefeuille. Mais 99% des gens, quand ils se retrouvent à vivre une baisse du portefeuille au-delà de moins 15, moins 20%, ça devient le drame. Donc, créer un portefeuille dont historiquement le max drawdown a été de l'ordre de moins 10% pendant les pires moments sur 20 ans, 30 ans, même 40 ans ou 50 ans, et se dire le pire max drawdown est toujours devant nous et si on passe de moins 10, moins 12 à moins 15, moins 16 à un moment futur, ça reste encore gérable. Ça, je pense que c'est vraiment la base du raisonnement d'un bon spéculateur, d'un bon gestionnaire de portefeuille, de quelqu'un qui souhaite vraiment allouer du temps et de l'attention au marché financier. Sinon, il faut vraiment rester dans une logique, hélas, où on reste sur une rentabilité proche du cash avec quasiment aucune volatilité sur son portefeuille. Encore une fois, ce type de choses, ce type de rentabilité, voilà, en moyenne plus 20% depuis 2005 avec un drawdown max on va dire à moins 12. Même ça peut être, si l'aversion au risque, elle est encore plus forte que ça, on peut diviser par deux l'allocation de ce portefeuille-là. Donc, disons, je sais pas, on a 10 000 euros. Plutôt que de mettre les 10 000 sur ce type de portefeuille-là, on peut mettre 5 000 sur ce type de portefeuille-là et 5 000 sur des obligations d'État à court terme. Donc, du coup, la volatilité de ce portefeuille-là va être divisée par deux. On va passer de grosso modo de moins 12 à moins 6 et la rentabilité va être quasiment divisé par deux. Donc ce sera un petit peu plus que divisé par deux. Donc on ne va pas passer de 20% à plus 10% par an parce qu'il y a la rémunération du cash qui va venir s'ajouter là-dessus. On va peut-être passer à plus 11, plus 12% par an en fonction du type de rémunération que vous avez sur le cash. Mais vous avez aussi voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez la main. Si ce type de max drawdown, de volatilité est trop fort pour vous, vous avez la main dessus pour vous dire ok, je mets que 50% de mon patrimoine sur ce type d'approche ou 70% ou 100% est ok avec moi. Donc chacun est libre d'arbitrer cette allocation de son portefeuille boursier à certains actifs. Mais encore une fois, le plus important, ce n'est pas de regarder les performances, c'est de regarder la volatilité du portefeuille et les max drawdown. Allez, analyse du dollar coté face à un panier de devises à l'international. Donc ça fait plusieurs mois qu'on suit attentivement cette structure en double creux qui a été cassée ici pendant la dernière semaine du mois d'octobre. On est venu retester ici la zone de pivot et là, regardez cette semaine, boum, on est reparti sur une belle dynamique qui pourrait permettre au dollar de rebondir vers un premier objectif, quelque chose de l'ordre de plus 7, plus 8%. Et je vous rappelle que la tendance de fond du dollar face aux devises du monde entier, face à un gros panier de devises, c'est une tendance qui est haussière. Donc, on a tendu un élastique baissier. Le dollar, on l'a vraiment mis très très bas. Et là, potentiellement, il pourrait rebondir très fort. Donc, premier objectif ici. Et si on casse l'objectif, on pourrait même aller chercher sur un excès le haut de ce canal haussier. Pourquoi? Tout simplement, pas parce que j'ai une boule de cristal avec des notions de macroéconomie où je vois un scénario où le dollar explose. Non, je vois juste une notion on est dans un momentum haussier sur le long terme, on a tendu à la baisse un élastique et on est en train de le relâcher. Donc on verra jusqu'où l'élastique va taper. Peut-être ce sera juste ici et il s'arrêtera là. Peut-être il ira chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Dans tous les cas, le dollar est passé d'une séquence où en 2025, toute l'année 2025, il a énormément dévissé à une séquence où sur la dernière partie de l'année 2025 et probablement l'année 2026-27, il pourrait à nouveau se renforcer très fortement. Donc idem pour l'euro face au dollar, l'euro qui est baissier à très long terme depuis 2008 face au dollar. À chaque fois que l'euro a monté comme ça, il s'est heurté à une figure de retournement, tac, tac, tac. Et ensuite, il a rebaissé d'autant plus belle. Donc là, regardez cette figure de retournement qui est en train de se mettre en place. Chaque semaine, ou quasiment toutes les 2 semaines, je l'analyse avec vous. On a une épaule
tête. Et là, on sera en train d'effectuer la deuxième épaule. Et si on casse ce pivot-là, on pourrait assister à une accélération à la baisse de l'euro face au dollar. Donc soit c'est le dollar qui va se renforcer et l'euro ne va pas trop bouger face aux devises du monde entier, soit le dollar va se renforcer et en plus l'euro va se mettre à baisser face aux devises du monde entier. Donc on aura un double effet qui se coule avec une véritable chute de l'euro. Donc affaire à suivre en tout cas. L'image mentale que je partage avec vous depuis des mois, des semaines, et se construit tranquillement devant nos yeux. Analyse de l'or face au dollar américain. Donc l'or, regardez cette semaine, on a à nouveau enregistré quasiment aucune fluctuation, très peu de volatilité. Donc on est vraiment dans la logique d'une construction, d'une pattern, d'une figure de consolidation qui est typique des bull market avec un premier petit creux, un deuxième, la volatilité qui se contracte de plus en plus. Et là, si on a la cassure, on pourra à nouveau assister à une envolée un peu dans les proportions de ce qu'on a vécu juste avant, pendant l'été 2025. Donc, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais on reste dans un mouvement qui s'établit sous la forme d'une parabole, c'est-à-dire un mouvement qui est censé accélérer au cours des prochains mois. Il accélère déjà depuis de nombreux mois et il est censé pouvoir encore avoir un gros potentiel d'accélération au cours des prochains mois. En tout cas, tant que cette figure gardera la forme de ce que je vous ai dessiné en bleu, on est vraiment dans un mouvement qui est explosif. Je tiens aussi à remercier ProRealTime parce qu'ils ont fait un petit ajustement qui permet à tous les utilisateurs, je trouve en tout cas à moi, de manipuler beaucoup plus aisément les trendlines. Donc merci à Arnaud et à ProRealTime d'avoir fait ce petit ajustement, c'est vachement plus agréable quand même. Ensuite, alors on va passer à l'or côté contre des euros. Alors, en fait, je vous ai analyser l'or côté contre des euros, donc on va passer à l'or côté contre les dollars américains, mais la logique est exactement la même, à savoir une semaine sans quasi aucune fluctuation. Vous voyez, on n'a quasiment pas bougé et ça s'enregistre quasiment autour des plus hauts historiques, dans une dynamique extrêmement haussière. Donc petite tasse avec une anse, petit triangle chartiste. Je ne sais pas exactement quelle sera la figure que va prendre l'or face au dollar américain. Dans tous les cas, ça reste explosif. Analyse du SP500 avec cette semaine une petite semaine de repli. On a cassé en hebdomadaire donc cette trendline qui supportait le mouvement long et régulier. Ça ne veut pas dire que le bull market est fini, ça veut simplement dire qu'on rentre dans un état actuellement de correction. Donc cette correction, je vous ai dessiné en bleu une proposition. Bien entendu, on ne sait jamais à l'avance quelle est la profondeur de notamment la première jambe et globalement la plus vive et la plus volatile de manière générale. Donc on verra au cours des prochaines semaines quelle est l'ampleur de cette correction. En principe, ça devrait rester sur des niveaux qui sont assez calmes. Donc ça, on verra, c'est le marché qui va nous dire, mais pour le moment, on est dans un bull market avec un état correctif qui pourrait se déployer latéralement pendant plusieurs semaines et éventuellement d'ici le début de l'année 2026, voire au milieu de l'année 2026, revoir des nouveaux plus hauts historiques et une nouvelle jambe haussière. Donc ça, c'est pour le SP500. Le Nasdaq, vous allez le voir, est dans exactement le même type de situation. On s'est libéré du V-bottom de la crise Trump. On a la petite trendline ici qui supportait bien toute cette hausse longue et régulière avec peu de volatilité. Cette semaine, on casse. Peut-être que la semaine prochaine, on viendra récupérer, on repartira sur des nouveaux plus hauts, on ne le sait pas. En tout cas, cette semaine, le signal généralisé, c'est un état correctif. Donc, je le répète, état correctif, on ne connaît pas encore l'ampleur du premier creux. Donc, je vous ai dessiné ça comme ça. Et de là, on pourra estimer la marge d'escalier, la forme que cette marge d'escalier pourra prendre. Donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais on reste dans un bull market. Le fond du marché est bull. Là, on est juste actuellement rentré dans un état correctif pour les prochaines semaines. On passe sur l'Europe maintenant avec le CAC 40 Cocorico, petit indice français qui vient retester le support cette semaine. Donc on l'aura testé quand même
une fois, on a cassé, on teste une fois, on monte, on teste deux fois, on monte, on teste trois fois. Donc on est sur le troisième test du support. Je vous rappelle que depuis qu'on s'est affranchi de cette résistance, elle est devenue support et qu'on se dirige, là, les probabilités sont plus vers une poussée vers le nord qu'un retour de bâton vers le sud. Donc pour le moment, ce support tient le coup. Donc l'idée, c'est exactement comme sur le marché américain, de voir une consolidation s'établir au cours des prochaines semaines et ensuite, si un breakout se met en place, la petite cassure pourra pousser le CAC 40 vers un premier objectif de hausse. Et je vous rappelle que le CAC 40 en mensuel, je vous le passe, est dans un grand canal de hausse. Et on s'est tout simplement au sein de ce canal de hausse, on a contracté la volatilité sur la fin, on a cassé vers le nord au mois d'octobre. Donc là, on est censé être lancé dans une dynamique haussière sur le CAC 40. On va passer maintenant sur le DAX. Notre cher indice allemand qui était en mensuel, vous le voyez, on était en train d'accélérer dans ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Donc le mois actuel est un mois en cours, donc cette semaine-là, ce mois-ci n'est pas encore terminé. Donc ce que vous voyez en rouge, ça se trouve à la fin du mois, on sera à nouveau en plein milieu, on ne le sait pas encore. C'est pour ça que là, on ne peut pas encore tracer exactement le mouvement parabolique sans avoir un vrai creux de former avec un rebond. Je vais maintenant passer en hebdomadaire. Donc cette semaine, voilà, vous allez le voir, on a bien retracé. Alors, avant cette semaine, je vous avais tracé un triangle qui ressemblait à ça. Donc là, on l'a cassé vers le sud, le triangle. Donc ça, c'est pas un excellent bon signe. C'est pas top. Cependant, ce triangle, voilà, il y a toujours moyen de le réajuster pour avoir un channel. Donc, si on est dans la logique de ce channel, on n'a pas de signal de cassure à la baisse. Donc, on verra au cours des prochaines semaines. Pour le moment, on va rester dans la logique d'une construction de marche d'escalier. Au sein de cette marche d'escalier, on a effectivement casser quelque chose en plein milieu, mais pour le moment, le vrai gros support, qui est un support horizontal, n'a pas été cassé. Peut-être que la semaine prochaine, on aura une vraie cassure de ce support, où on aura juste un rebond, un ressac, et ça nous fera repartir comme ceci. Donc ça va un petit peu dépendre de l'état de correction des marchés américains. Dans tous les cas, pour le moment, la dynamique de fond sur le DAX reste haussière. Pour qu'on sorte de cette image mentale optimiste, il faudrait qu'on casse à la baisse ce canal haussier en pointillé. Pour le moment, on n'y est pas. On a ici toute une zone sur laquelle les marchés peuvent venir travailler et rebondir et repartir vers le haut du canal. Si on commence à évoluer en dessous de cette zone-là, donc c'est-à-dire là, on pourra partir du principe qu'on n'est plus dans un état de bull market, mais plutôt de range, voire éventuellement passer dans un état de marché baissier. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse ça, rebond et cassure. Et là, on aurait un état potentiel de marché baissier. Pour le moment, on n'y est pas du tout. On est très très loin de ce scénario. Pour le moment, on est encore en train de visualiser où est-ce que la petite correction en cours va créer un creux et rebondir vers le nord. C'est l'image mentale que l'on doit privilégier tant qu'on est dans ce flux acheteur. Allez, vous le savez, la semaine prochaine, c'est le Black Friday. Donc, je me suis motivé à faire une petite offre qui sera distribuée par email. Donc, si vous n'êtes pas encore sur ma mailing list, inscrivez-vous, le lien est en dessous. Je vais réouvrir notamment les packs Swing Trader Daily uniquement. J'ai eu beaucoup de demandes au cours des derniers mois parce que j'avais tout retiré. Vous aurez accès à ces formations de manière limitée dans le temps, pendant quelques jours seulement. All Weather Impulsion, donc la création de mon hedge fund avec toutes mes transactions en direct. Si vous voulez rejoindre cette aventure, vous aurez le 13e mois offert. Et enfin, je vais libérer quelques places pour le Fast Track LSL. Donc si vous souhaitez rejoindre l'ancien format de mon école avec ma team, moi je n'interviens plus dedans, mais ma team vous encadre, je vais libérer quelques places aussi. Donc tout ça, la communication se fera par mailing list cette semaine. Donc si vous n'êtes pas inscrit à ma mailing list, le lien est en description.